Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je félicite et je remercie le MONCAP pour l'organisation de cette conférence très importante, de cette première Académie citoyenne, en marge d'un sommet France-Afrique dont on a beaucoup parlé ces derniers jours et ces dernières semaines. Et donc, c'est important d'avoir ce type d'événement. Aujourd'hui, je vous propose de retourner un peu dans l'histoire, une histoire qui est toujours présente, parce qu'elle impacte directement euh, la vie politique et la construction de la nation sénégalaise en 2021. C'est l'histoire des résistances politiques post-indépendance au Sénégal. Si on parle de résistance, c'est que historiquement, il y a eu oppression. Et s'il y a oppression à un moment donné de l'histoire, c'est parce que celle-ci s'est construite. Et celle-ci se construit à travers des lois, à travers des décrets, et puis aussi à travers une violence physique bien réelle, bien concrète, et qui affecte la vie de personnes concrètes. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est évidemment comme cœur de la présentation, s'intéresser à la période de Senghor qui est décisive dans la construction de la nation sénégalaise, mais retourner un peu en arrière. Parce que la violence d'État telle qu'elle s'est instaurée à partir de 1960, ou même on pourrait dire à partir de 1957, existe parce qu'elle a été construite sur le temps long à travers le dessin colonial, à travers l'aventure, l'expérience et la violence coloniale. On reviendra évidemment comme centre de la présentation à cette période de Senghor, sous Senghor, et puis ensuite on ouvrira la discussion sur l'histoire résistante au présent. On peut remonter très loin dans le temps pour tenter de comprendre les sources, les racines de la violence coloniale, de la violence policière et de la construction de cette police qui vient à travers des services de renseignement, à travers des corps armés et à travers des textes, donc des formules légales, non pas légitimes mais légales, viennent habiter et viennent se confronter aux vies concrètes de personnes. On peut remonter loin, mais je pense qu'une date importante, c'est 1667. À cette époque, on est sous le règne, sous la monarchie de Louis XIV en France. L'expansion coloniale au cours du premier empire colonial français, donc en Amérique du Nord, principalement dans les Caraïbes, est à son apogée. Et Louis XIV décide de réformer la police française afin de la centraliser, de lui donner plus de pouvoir et afin que la force de police puisse, disons, mater la dissidence sur son territoire. Par la suite, ça donnera lieu également, non seulement à la répression de ceux qui s'opposent, disons, au capital dans la métropole, mais également ceux qui s'opposent au colonialisme, notamment dans les Antilles, où, on le sait, l'empire colonial français est en pleine expansion avec des plantations. On pense notamment à la Martinique, à la Guadeloupe, notamment. Le concepteur de ce décret de 1667 qui réforme la police française est Jean-Baptiste Colbert, le fondateur de la Compagnie française des Indes orientales, qui sera à l'initiative de la première version du Code noir. Le Code noir qui légifère, qui porte un statut juridique aux esclaves, que je préfère appeler captifs asservis, qui sont déportés de l'Afrique vers les Amériques, et qui, à l'image de l'article 28, permet de donner un caractère légal à la violence de l'esclavage. L'article 38, je le cite, vous le voyez à l'écran, va ainsi. L'esclave fugitif qui aurait été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive 1 autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Lorsqu'on fugue, lorsqu'on décide de résister, lorsqu'on décide de s'opposer à un funeste projet d'oppression, de déshumanisation, au bout de 3 fois, on est donc mis à mort. Un siècle plus tard, en 1777, la police des Noirs voit le jour sur le territoire métropolitain. Et à l'inverse du Code noir qui légifère le statut des esclaves, des captifs asservis, cette fois-ci, c'est spécifiquement, non pas sur une question de statut, mais sur une question d'apparence et d'appartenance. Donc, les Noirs en France, tels qu'ils étaient recensés, qu'ils aient le statut de captifs asservis ou non, étaient, selon cette police des Noirs, traqués, intimidés, et dans beaucoup de cas, déportés. C'était l'article 3 de cette police des Noirs qui prévoyait la déportation vers les colonies de Noirs de France. Un siècle plus tard,
le code de l'indigénat vient mettre un statut juridique à ceux que l'empire colonial français appelait les indigènes, c'est-à-dire les Africains, vis-à-vis d'eux, selon euh, la vision coloniale et selon l'ordre colonial, vis-à-vis des Blancs qui étaient supérieurs, qui supposément étaient supérieurs. Il y a la fameuse conférence de Berlin qui vient mettre les règles du commerce européen en Afrique et qui pose les bases également des frontières coloniales que l'on connaît toujours aujourd'hui, avec notamment le Congo belge à l'époque, sous Léopold II, qui en était une des pièces maîtresses. Le code de l'indigénat prévoit également, comme le code noir, des mesures de répression en cas de résistance. Le code de l'indigénat prévoit par exemple une répression et un emprisonnement féroce en cas de manque de respect envers l'administration et les fonctionnaires, ou encore en cas de diffusion de bruits alarmants et mensongers. Et vous voyez que ce n'est pas un passé si lointain, parce que ces terminologies sont à quelques mots près, à quelques formulations près, des terminologies qu'on voit toujours pas plus tard qu'il y a une semaine, ici au Sénégal. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, lors duquel plutôt la France a été considérablement mise à mal, mise en difficulté surtout au milieu de la guerre dans les années 1916-1917 avec une guerre qui s'éternise, la France fait appel à des soldats des colonies, des personnes en réalité qu'elle enrôle de force en grande majorité, dans ce qui sera appelé le corps des tirailleurs sénégalais, qui ne sont pas que sénégalais mais qui sont africains de manière générale, et met en place également, face à cette réalisation que l'opposition au projet colonial se fait de plus en plus forte, face au fait que les tirailleurs sur le champ de bataille se rendent compte que les Blancs, leur contrepartie, sont tout aussi victimes de la barbarie de la guerre, le Blanc n'a pas des pouvoirs surnaturels pour survivre à la guerre. Lorsqu'il y a un obus qui rentre dans la tranchée, il meurt tout comme un noir. Et donc ça, c'est une réalisation très concrète de beaucoup de tirailleurs. À peu près 130 000 seront enrôlés dans l'armée française au cours de la Première Guerre mondiale, dont à peu près 20 000 au Sénégal. Et cette réalisation, aussi avec le fait que beaucoup se sentent trahis par la promesse d'égalité, par la promesse de justice qui est venue avec le recrutement, notamment celui de Blaise Diagne lors de l'année 1917, marquera aussi la conscientisation politique de pas mal de tirailleurs. Dans ce contexte-là, donc, de montée de résistance anticoloniale, il y a des services de renseignement qui voient le jour, notamment le service de contrôle et d'assistance en France des indigènes des colonies, le SAI, en 1916 à Paris, et le service de sécurité générale de l'AOF, de l'Afrique occidentale française, basé à Dakar en 1918. L'un des premiers fichés par le CAI se trouve être Lamine Arfan Senghor. Et je pense qu'il est important de revenir sur la trajectoire de Lamine Senghor pour comprendre aussi comment il y a des circularités historiques. Parce que Lamine Arfan Senghor sera une source d'inspiration pour, 40 ans plus tard, les militants dans la résistance face au régime de Léopold Sédar Senghor. Alors j'ai concocté quelques cartes avec mon frère Tristan Bobin qui est cartographe. D'ici peu de temps, je les posterai notamment sur la page Wikipédia de Lamine Senghor, donc vous pourrez les voir avec plus de précision. Mais c'est un peu pour vous montrer la trajectoire de ce résistant, qui est né à Joal, donc en pays sérère, dans une famille paysanne à la fin du 19e siècle, où il est déjà confronté très tôt à la violence de l'occupation coloniale. Et puis, à partir de 1912, pendant 4 ans, il s'installe à Dakar, travaille d'abord comme domestique de maison, puis comme employé d'une grande entreprise coloniale d'exploitation arachidière du nom de Morel et Probe. Et en 1916, il sera enrôlé de force, alors ça, je ne pourrais pas vous dire si c'est précisément de force, mais en tout cas, il est enrôlé dans l'armée française comme tirailleur. Il vivra donc, pendant un peu plus d'1 an, l'horreur des tranchées, en participant notamment à la bataille de la Somme, à l'été 1916, puis à l'offensive de Nivelles, lors de laquelle il est blessé, et puis en revenant au front, il sera définitivement mis à l'écart, ou du moins en convalescence après la bataille de Verdun, où son bataillon succombe et est décimé suite à une attaque au gaz moutarde. Il s'installe donc pendant 2 ans à Fréjus, dans un camp où il est convalescent. Il y rencontrera sa future épouse, et c'est un des choix notamment qui le poussera à revenir en France après un bref séjour de 2 ans au Sénégal, où il décide de retourner en partie pour pouvoir prévoir le mariage avec sa future épouse, donc, mais également
pour avoir des perspectives d'emploi, puisque certains postes, notamment de facteurs, étaient réservés aux vétérans de la Grande Guerre. Et donc, c'est ce qui nous amène sur la période militante de Lamine Arfan Senghor, qui entre 1921 et 1924 ne sera pas bien connu des services de renseignement, mais commencera à être traqué à partir de 1924. Il sera connu du grand public à partir du procès qui oppose René Maran à Blaise Diagne en novembre 1924, lors duquel il relate sa douloureuse expérience de tirailleur à la tribune du procès et prononce un cinglant réquisitoire contre la France colonialiste. Il faut savoir qu'en 1924, on est en plein dans le statu quo colonial, on est toujours à peu près à l'apogée de l'empire colonial français. Et au mieux, les anticolonistes à l'époque étaient plutôt réformistes. Certains s'accommodaient et disaient que l'Afrique était en effet française. D'autres disaient on demande nos droits, on demande d'être respecté d'égal à égal, puisqu'à l'époque, je vous le rappelle, c'est toujours le code de l'indigénat qui régit les rapports entre blancs et noirs et les statuts juridiques entre Africains et Français européens jusque dans ces années 1924. C'est ce qui donnera notamment ce courant, disons, réformiste à la négritude par la suite dans les années 30 avec Senghor, Césaire, Léon Gontran Damas et d'autres. À partir de 1925, Lamine Senghor est bien ancré politiquement. Il avait notamment rejoint à cette époque-là le Parti communiste français à travers l'Union intercoloniale qui incorpore des militants issus des colonies. Il contribue à son journal Le Paria et défend notamment la résistance à l'été 1925, la résistance berbère, lors des congrès ouvriers et paysans de Lille, Lyon et Bordeaux. Par la suite, il fonde sa propre organisation qui appelle l'autodétermination des peuples africains à partir de 1926 à travers le comité de défense de la race nègre, le CDRN, qui organise des tournées de recrutement, notamment auprès d'ouvriers de dockers africains des villes portuaires de la métropole, donc Marseille, Toulon et Le Havre. Et finalement, et c'est sans doute l'apogée de sa courte trajectoire militante, il est invité à Bruxelles en février 1927 par la Ligue contre l'impérialisme afin de se prononcer sur la situation coloniale, l'empire colonial français. Et son discours marque les esprits, sera relayé dans la presse du monde entier. Et il appelle clairement, à travers des points, à travers un programme très clair, à l'autodétermination des peuples africains et de l'Afrique. Il publie dans la foulée un pamphlet prophétique sur l'effondrement de l'impérialisme qui s'intitule La violation d'un pays, et fonde une deuxième organisation avec l'aile plus radicale du CDRN qui s'intitule la Ligue de défense de la race nègre. Donc sur ces 3 années de militantisme chevronné, fort, engagé, Lamine Senghor marque l'engagement politique des Noirs et des Africains en métropole, mais également en Afrique même. Son état de santé après l'attaque au gaz moutarde en 1917 à Verdun sera malheureusement fatal pour lui, puisqu'en se retirant à Fréjus, il meurt au mois de novembre 1927. S'attarder sur Lamine Senghor, c'est aussi s'attarder sur ses exemples de résistance. À l'époque, néanmoins, face à la résistance, bien entendu, il y a des velléités de réformer l'Empire, de faire en sorte que, pour reprendre la fameuse formule d'Edgar Faure, quitter l'Afrique, mais pour mieux y rester. Il y a donc à la fin des années 50 et au début des années 60 plusieurs services qui voient le jour, des services de renseignement, notamment le service de sécurité extérieure de la communauté, qui vise à avoir un œil regardant sur les polices nationales, et 2 ans plus tard au service de coopération technique internationale de police, qui vise non seulement à avoir un œil regardant, mais après l'indépendance, à former les polices nationales à partir, en grande partie, de cadres officiers de l'administration coloniale même. Ce sont donc les cadres de l'appareil colonial français qui forment les nouvelles polices indépendantes, police nationale des États indépendants. Ça nous amène justement sur cette époque, sur cette période très décisive, charnière des indépendances négociées et de la résistance. Dans le cadre de l'Empire colonial français, il faut remettre les choses dans leur contexte. Au milieu des années 1950, il y a ce qu'on appelle le souffle afro-asiatique, avec la conférence de Bandung qui rassemble à la fois des États indépendants et des États en voie d'indépendance, notamment le Ghana qui le sera 2 ans plus tard en 1957, et la France, à travers notamment des exemples, on pourrait même dire un traumatisme de la défaite de Dien Bien Phu lors de la guerre d'Indochine en 1954. La guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance de l'Algérie a déjà commencé en 1954. Quelques années plus tard, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, prendra également la voie de la lutte armée au Cameroun. Il sera sévèrement réprimé.
l'appareil étatique français se rend compte qu'il y a une nécessité de réformer, voire de quitter, mais pour mieux rester. Le premier gouvernement d'autonomie du Sénégal voit le jour alors en mai 1957, dans le sillage de la loi cadre de fer qui met en place des gouvernements d'autonomie dans les États africains, sous tutelle coloniale française, sans pour autant qu'ils aient une marge de manœuvre considérable. Mais, à partir de 1958, on était alors dans l'Union française, qui était un ensemble appelé ainsi sous la 4e République française à partir de l'après-guerre en 1946. Il y a la possibilité, la perspective de la communauté française, qui donnerait un peu plus de pouvoir encore aux États africains, mais garanti par le chef suprême de la communauté, qu'est la France. Ce moment décisif, et il y en aura 2 autres notamment dans la trajectoire que prendra le Sénégal, est absolument décisif, spécifiquement pour comprendre la direction que prendra le Sénégal à partir des années 60. Cette proposition de communauté française veut donc dire que l'Empire se réforme, mais ne se déstructure pas. L'Empire existe, mais il est allégé, disons, ou du moins il prend une forme différente. La communauté française est donc largement débattue au sein même du parti qui était à l'époque à la tête du premier gouvernement d'autonomie, qui deviendra l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise, d'abord fondée en 1948 par Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia et Ibrahima Seydou Ndao, devenu ensuite le Bloc populaire sénégalais, puis le Bloc démocratique sénégalais, le Bloc démocratique sénégalais, puis le Bloc populaire, et puis l'Union progressiste sénégalaise, à travers des fusions d'autres partis d'opposition ou d'autres partis qui existaient sur le champ politique. La position initiale du parti est de dire non, nous n'acceptons pas cette communauté française, nous voulons une indépendance immédiate. C'était les termes de l'époque. Malgré la décision prise au congrès de Cotonou de juillet 1958, Léopold Sédar Senghor en décide autrement, puisqu'il a ses propres réserves. Il estime que l'indépendance doit se faire au moins sur 20 ans, de manière échelonnée. Et finalement, à travers une sorte de compromis qu'il a trouvé avec Mamadou Dia, qui lui était effaré à l'annonce que Senghor avait fait une promesse au gouvernement français, notamment Michel Debré à Georges Pompidou à l'époque, de rester dans le giron français. Il s'accorde sur à peu près une période de 4 à 5 ans. Finalement, le contexte en décidera autrement, puisque il semble inéluctable que des États indépendants voient le jour, mais également avec déjà les premières volontés de la France de garder leur contrôle, de partir pour mieux rester. Et cette phrase, cette citation de Pierre Messmer, le haut-commissaire de la République au Cameroun, entre 1956 et 1958, qui était donc un des premiers responsables du massacre, notamment de l'UPC et de tous ses sympathisants, avec des méthodes qui n'ont rien à envier aux méthodes d'une violence absolue, par exemple des États-Unis au Vietnam, un peu plus tard dans l'histoire, avec l'enfumage de villages, le bombardement de villages, l'intimidation, l'assassinat ciblé de militants, et également l'utilisation d'armes chimiques. Pierre Messmer, en revenant sur cette époque, dans ses mémoires, déclare « Nous, la France donc, avons accordé l'indépendance à ceux qui l'a demandé le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui l'a demandé avec le plus d'intransigeance. » C'est ce qui nous amène à l'année 1960, dont on se réfère très régulièrement, à laquelle on se réfère très régulièrement, l'année 1960, l'année de l'Afrique, l'année des indépendances africaines, de 17 pays africains sous la tutelle coloniale française. Cela correspond à la signature des accords de transfert de compétences. Et la terminologie est très importante, parce que pourquoi est-ce qu'on parle d'accords de transfert de compétences? Ce sont des compétences, donc par exemple la compétence de disposer d'un État souverain, la compétence de disposer d'une armée souveraine, la compétence de disposer d'une monnaie, la compétence de disposer de tout ce qui fait qu'un État est indépendant, passe alors de la communauté française, qui n'aura vu son existence qu'écourtée à 2 ans, à ces nouveaux États. Dans le cas du Sénégal, avec le Soudan français de l'époque, c'est-à-dire le Mali, le Sénégal se trouve dans une configuration fédérale. La Fédération du Mali, qui était censée abriter la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, le Dahomey, aujourd'hui le Bénin, le Soudan français, aujourd'hui le Mali, et le Sénégal, après des ingérences de la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, bien entendu des ingérences de la France, a vu progressivement ses membres se prendre leur distance, et finalement c'est le Soudan français, le Mali et le Sénégal qui
font union commune. Il faut savoir que dans le cadre de ces transferts, dans ces accords de transfert de compétences, ils sont annexés des accords de coopération. Et c'est cette restructuration de l'empire colonial français que l'on appellera par la suite France-Afrique, qu'on appelle toujours aujourd'hui France-Afrique, parce que c'est sur tous ces volets-là, la souveraineté monétaire, la souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté culturelle, que se jouent justement ces accords de coopération qui font que, en réalité, la France a toujours non seulement un droit de regard, mais un contrôle très spécifique de beaucoup de ces secteurs-là. L'éducation, l'armée, la monnaie. Je vous ai parlé de 1958 comme étant un moment clé dans la trajectoire que prend le Sénégal indépendant. 1960 l'est également. Et plus précisément, l'éclatement de la Fédération du Mali qui, après avoir été proclamé le 20 juin 1960, ne durera que 2 mois. Les dissensions internes étaient trop larges. Une fédération à deux est compliquée. Et les uns accusaient les autres de ne pas vouloir la viabilité de cette structure. Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia accusaient Modibo Keïta de vouloir prendre la main et de vouloir, et je reprends leur terme, coloniser le Sénégal. Et Modibo Keïta accusait Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia d'être trop proches de la France et de ne pas avoir une politique suffisamment radicale et de rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Et en même temps, à l'époque, on en vient toujours à cette question de résistance, parce qu'il y a des résistances à la fois au cœur du pouvoir, et on va le voir avec le cas de Mamadou Dia dans quelques instants, et il y a des résistances au niveau de l'opposition. Le Parti africain d'indépendance en est un des exemples d'inspiration marxiste-léniniste, fondé en septembre 1957. Il revendique l'indépendance immédiate, aux côtés notamment du PRA, dont on parlera également un peu plus tard, le Parti du regroupement africain Sénégal, et sera dissous le 1er août 1960, même avant l'éclatement de la Fédération du Mali. Et ça sonne un peu, ça donne un peu l'idée de ce que sera l'État indépendant du Sénégal, sous le régime de Léopold Sédar Senghor. Vous voyez la devise à droite, Mom Sereo, Bok Sereo, Defar Sereo. Des mots d'ordre très, très, très clairs. Le 1er août 1960, le Parti africain de l'indépendance sera dissous. On reviendra un peu plus tard sur le pays. La troisième date décisive dans la trajectoire que prend le Sénégal indépendant, après le référendum pour la communauté française de 1958, après l'éclatement de la Fédération du Mali, c'est la rupture entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, le régime politique sénégalais est bicéphale, c'est-à-dire à deux têtes. Il y a donc, d'un côté, vous le voyez à gauche, Mamadou Dia, président du Conseil des ministres, aujourd'hui connu sous le titre de Premier ministre, c'est-à-dire chef du gouvernement, et Léopold Sédar Senghor, que vous voyez à droite, président de la République. C'est-à-dire que chacun a leur rôle, le premier ayant un rôle prédominant dans la politique intérieure et nationale, et le second ayant le prestige de la fonction, déterminant les grands axes de la diplomatie, et bien entendu avec les va-et-vient avec Mamadou Dia. Sauf que Mamadou Dia, après l'indépendance, avec notamment son plan quadriannuel, une planification ambitieuse du monde rural, la mise en place de coopératives paysannes, commence à se rapprocher un peu trop du bloc soviétique, notamment avec une visite à l'été 62 à plusieurs pays de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique, où il sera accueilli à bras ouverts à Moscou. Il faut rappeler qu'à l'époque, on est en pleine guerre froide, c'est-à-dire la confrontation des deux blocs soviétiques d'une part, l'Union soviétique, et états-uniens capitalistes. Donc on peut faire, pour schématiser, communiste et capitaliste. Beaucoup des mouvements de libération prendront la voie un peu plus tard du non-alignement, mais aussi de liens privilégiés avec l'Union soviétique. Et Mamadou Dia est craint à l'époque, à la fois par les milieux marchands et les milieux commerciaux français, par les marabouts qui ont un rôle important dans la traite arachidière, par les autorités françaises, et également par la frange plus modérée, plus réformatrice, plus proche de la France, alliée de la France, au sein du parti au pouvoir. Il y a donc des va-et-vient, il y a une tension permanente tout au long de l'année 1962, et décembre 1962, entre le 17 et le 18 décembre 1962, marque la rupture,
une faction de l'UPS veut voter une motion de censure, c'est-à-dire une motion pour déchoir le président du Conseil, Mamadou Dia. Lui estime qu'il faut d'abord qu'elle soit débattue à l'intérieur du parti. Finalement, il fait arrêter 4 députés. La motion de censure, pour sa part, est votée au domicile de Lamine Gueye. Et Léopold Sédar Senghor reprend la main de l'armée, de la gendarmerie, dans la nuit du 17 au 18 décembre et ordonne l'arrestation de Mamadou Dia et de 4 ministres, nommément Valdiodio Ndiaye, que vous voyez entre lui et Senghor derrière sur cette photo, mais également Ibrahim Attal, Joseph Mbaye, plutôt Ibrahim Assar, Joseph Mbaye et Alioune Tall. 1963, l'année suivante, après ces 3 dates importantes de 58, 60 et 62, marque la trajectoire définitive, ou du moins fortement marquée, de l'État du Sénégal post-indépendance, avec également 3 dates. Mars 1963, l'hyper-présidentialisme, c'est-à-dire la concentration du pouvoir dans les seules mains du président de la République, du pouvoir exécutif sans contre-pouvoir, sans binôme, est consacré par la nouvelle constitution de 1963, qui évidemment écarte le poste de Premier ministre. Quelques mois plus tard, en mai 1963, Mamadou Dia et les diaïstes, les 4 ministres qui l'ont soutenu, sont condamnés. Le réquisitoire du procureur général de l'époque, Ousmane Camara, est plutôt modéré en disant que c'était une faute politique, mais qu'il ne mérite pas l'incarcération. Mais le verdict est Il semble que nous avons quelques soucis techniques. Florian, tu nous entends? Alors, il semble que Florian a des soucis techniques. Juste le temps qu'il reprenne sa connexion. Rappelez qu'on est dans le cadre de l'Académie citoyenne organisée par le Mouvement national des cadres PASTEF Patriotes de France en marge du sommet France-Afrique. Et dans cette session, nous sommes avec Florian Bobin, historien, chercheur dans l'histoire du Sénégal et des mouvements de lutte pendant la période coloniale. Et dans cette session, nous traitons le sujet historique des résistances politiques au Sénégal et la trajectoire de PASTEF. Florian, dans le début de son exposé, a commencé à nous parler de la période coloniale pendant laquelle il y a eu une légalisation, une institutionnalisation de la violence perpétrée sur les peuples noirs en général et plus particulièrement au Sénégal, avec le Code noir et tous les textes de loi qui arrivent à légiférer et à valider, à cautionner l'instauration de la violence et à la banaliser. Donc voilà le premier point sur lequel il a vaguement insisté. Et dans son deuxième point, il a commencé à nous parler de la période sous Senghor en rappelant 3 périodes historiques. La première qui concerne le référendum de 58 avec le revirement des situations de Senghor qui a entraîné l'étonnement de Mamadou Dia. Et la deuxième période avec l'éclatement de la Fédération du Mali sous le sceau de guerre d'ego entre Modibo Keïta et Senghor. Et la troisième, qui est le point qui était très intéressant sur lequel il était en train de parler, concernant l'arrestation de Mamadou Dia. On pourrait ajouter à cela aussi que l'année 1963 a été un tournant par rapport à la concentration du pouvoir et l'arrestation de Mamadou Dia et d'autres militants. Ah, voilà, excusez-moi, j'ai une coupure de courant. Pour continuer cette partie post-indépendance. Oui. Rassure-nous, Florian, les CRS n'ont pas débarqué chez toi. Bon, ben c'est ça que je me demande, hein, je ne sais pas, parce que là c'est bizarre. Je parle de Mamadou Dia, tout d'un coup il y a une coupure de courant. Voilà, on sait jamais. Merci beaucoup. On était sur un point intéressant, donc on te laisse continuer. Merci beaucoup. Justement, donc on parlait de la condamnation de Mamadou Dia, des 4 diaïstes qui seront condamnés à de très lourdes peines. Mamadou Dia à la prison, à la réclusion à perpétuité,
dans le centre fortifié de Kédougou, et les autres respectivement à 20 ans de prison pour 3 et 5 ans pour 1. Ça, c'est la deuxième année très importante. C'est le deuxième événement très important de l'année 1963, qui sera parachevé en décembre, lors du massacre des allées du Centenaire. Cet événement est méconnu dans l'histoire politique du Sénégal, mais marque la répression la plus importante numériquement, en termes de morts, en termes de fatalité, du Sénégal post-indépendance. Le bilan officiel est de 40 morts, mais en vérité, il s'agit au moins de 100 morts, avec des centaines de blessés, des centaines d'arrestations. Le 1er décembre 1963, les premières élections présidentielles et législatives du pays après l'indépendance se tiennent. L'UPS à l'époque est le seul parti reconnu, avec plusieurs tentatives de partis qui avaient été tentées à travers notamment Cheikh Anta Diop, le Front National Sénégalais en 63 et le Bloc des Masses Sénégalais en 64 l'année suivante. Le PRA Sénégal, le Parti du Regroupement Africain, qui regroupe Amadou Mahtar Mbow, Ablaye Ly, Assane Seck, notamment. Mais en vérité, l'UPS est de fait le parti unique. Et il le sera de manière concrète en 1966 avec l'intégration du PRA au sein de la coalition de l'UPS, on le verra dans quelques minutes. Les élections sont bien entendu contestées. Les hélicoptères sont mobilisés au-dessus des allées du Centenaire. Des grenades lacrymogènes sont lancées sur la foule. L'armée française est réquisitionnée et la gendarmerie sénégalaise tire à balles réelles sur la foule. Certains parlent même, selon les témoignages qu'on a pu recouper, de témoins de cet événement, de corps qui, derrière l'hôpital de Dantec, auraient été jetés dans la mer. C'est un événement extrêmement sombre de l'histoire politique du Sénégal, sur lequel lumière n'a jamais été faite, qui revient très peu, mais qui mérite et qui doit être souvenu, remémoré et jamais oublié. Ce massacre marque la fin de l'année 63 et est un peu illustratif de ce qui arrive par la suite, puisque on a vu la nouvelle constitution confère des pouvoirs exorbitants au président de la République. Les opposants, ou du moins ceux qui frondent à l'intérieur du parti au pouvoir, sont écartés, et ceux qui frondent à l'extérieur du parti au sein de l'opposition sont non seulement écartés, mais sont tués carrément. On en vient à cette tentative de maquis militaire de la part du Parti africain de l'indépendance dont on a parlé un peu plus tôt, face à l'autoritarisme rampant, face à ces exactions ciblées. Le Parti africain de l'indépendance, en 1964, décide de se lancer, à travers notamment 33 militants, à la lutte armée, avec une formation à Cuba. Ils seront notamment accueillis par le Che Guevara et Fidel Castro, les leaders de la révolution cubaine. Ils passeront 8 mois, feront des exercices de maniement des armes, de formation militaire. En même temps, il y a aussi d'autres camarades du PAI qui seront formés dans les pays de l'Europe de l'Est, et particulièrement en URSS, en Union soviétique. Ils reviennent avec l'objectif de mettre en place un maquis au Sénégal oriental, donc à la fois en Casamance et dans la région de Kédougou, mais seront rapidement trouvés. Le maquis sera rapidement démantelé parce qu'il y avait notamment une taupe, un des militants qui a pris part à cette opération, qui dénoncera l'opération au niveau de l'ambassade du Sénégal à Bamako, où ils avaient transité avant d'aller à Cuba, et où il y avait toujours une sympathie de la part de Modibo Keïta pour les mouvements d'opposition, et pour les mouvements, disons, proches du socialisme et du communisme. 1966, l'année suivante, donc, l'année du Festival mondial des Arts Nègres, l'année souvent mise en avant, souvent élevée comme un peu le parachèvement post-indépendance de la négritude d'État, de la culture, le rendez-vous du donner et du recevoir, la civilisation de l'universel, enfin toutes les thèses culturelles et politiques de Senghor. Il faut savoir qu'avant le FESMAN, quelques semaines avant, quelques mois avant, il y a des rafles d'opposants, parce que Senghor ne souhaitait pas que ses invités du monde entier, de la diaspora, à la fois de la diaspora et du continent, ne voient que son pouvoir était remis en cause. Mais également, cette même année-là, l'UPS, l'Union progressiste sénégalaise, fait le pari de l'absorption du Parti du Regroupement africain.
comme je disais, de Amadou Mahtar que vous voyez ici sur l'image, Ablaye et Hassan Sek, dont ils étaient le leader, et Ablaye, quelques années plus tôt, avait été notamment incarcéré sous Senghor. Le Parti du regroupement africain, qui avait été en fait une scission dissidente de l'UPS après la décision de voter pour le non, plutôt pour voter pour le oui, après que la décision au Congrès de Cotonou de juillet 58 avait été posée pour le non, justement, décide de rejoindre l'UPS en se disant qu'ils avaient une marge de manœuvre de changement à l'intérieur de l'appareil étatique. Et ce sera notamment une des différentes stratégies de l'État du Sénégal, c'est soit de fusionner avec les partis d'opposition qui sont prêts à rejoindre la coalition gouvernementale, ou bien de réprimer ceux qui souhaitent rester dans une opposition franche. L'opposition, justement, se retrouve dans les fameuses manifestations de mai 1968, une grève générale lancée par les étudiants, suivie par les élèves, les lycées, suivie par des syndicats, suivie par les syndicats de travailleurs et d'enseignants. Le pouvoir vacilla en mai 68. Il faut rappeler le contexte. Je vous disais qu'on était en pleine guerre froide au début des années 60, mais à la fin des années 60, on est toujours en pleine guerre froide, mais on est aussi à un moment pivot de l'histoire de ce qu'on appelle des années 1960 globales ou même des années 1968. Aux États-Unis, c'est les luttes pour la libération noire. Malcolm X est assassiné en 1965, Martin Luther King est assassiné en 1968. Les promesses, les perspectives d'égalité entre blancs et noirs sont considérablement brouillées en 68, à la fin des années 60, et c'est là où émerge, à partir de 66, le Black Panther Party. Il y a également les revendications en Europe contre le capitalisme. Il y a le mai 68 à Paris, le mai 68 à Londres, les manifestations contre la guerre américaine au Vietnam. Il y a également la manifestation de jeunesse du monde entier, inclus au sein de l'Union soviétique. Il y a le printemps de Prague, il y a la mobilisation étudiante à Mexico, également sur le campus de Tokyo, et Dakar s'inscrit dans ce mouvement global. N'est pas une pâle mimique, comme certains voudraient faire croire, du mai 68 français, mais c'est un mai 68 ancré dans le contexte sénégalais, dont l'un des facteurs déclencheurs a été le fractionnement des bourses des étudiants qui estiment qu'à l'époque, ils ne peuvent pas poursuivre leurs études sans cette bourse. Ce sera, disons, l'étincelle, mais les griefs sont beaucoup plus profonds, notamment la présence française, toujours solide, toujours ancrée au Sénégal, à tous les niveaux. Je vous parlais des accords de coopération. En 68, on est en plein dedans. L'université, le recteur était français, la grande majorité des enseignants étaient français. Elle était toujours rattachée à l'Académie de Bordeaux, puisqu'elle avait été fondée comme 18e université française en 57. Elle accueille des nationalités du monde entier, mais il se trouve que les Sénégalais sont en infériorité numérique dans leur propre pays quasiment 10 ans après l'indépendance. Et c'en est trop pour nombre d'étudiants qui prennent la rue, qui font grève générale, qui occupent le campus et qui seront sévèrement réprimés par le régime. Il y aura une descente sur le campus dans les journées du 29, 30 et 31 mai 68. Des centaines d'étudiants seront arrêtés. Un nombre important seront également mobilisés dans des camps militaires pendant une dizaine de jours avant d'être libérés. Les syndicalistes également seront envoyés notamment au camp de Doji. Et les étudiants africains non sénégalais, beaucoup d'entre eux renvoyés dans leur pays. Ce sentiment, aujourd'hui on parle de sentiment anti-français, c'est une simplification à outrance, ce sentiment, disons, anti-impérialiste continue, malgré le rétablissement du poste de Premier ministre qui est important, puisque ça marque la volonté de Senghor non pas de se défaire des pouvoirs comme je disais, très important conféré au président de la République, mais de commencer à préparer sa succession, commencer à avoir quelqu'un à ses côtés qui lui est fidèle, qui lui est redevable, à travers la personne de Abdou Diouf. Comme je vous disais, ce sentiment de révolte contre la présence, la prégnance des intérêts français sous toutes ses formes, politiques, économiques, militaires, culturelles, au Sénégal, disons, l'exemple le plus emblématique de cela, c'est la tentative d'attentat sur le cortège présidentiel de Léopold Sédar Senghor et de Georges Pompidou, qui, il faut le rappeler, était non seulement son homologue chef d'État français, mais également ami proche et camarade de classe. C'est celui, dit Senghor,
qui lui a permis de s'éveiller sur les arts nègres, comme on les appelait à l'époque. Ils étaient camarades de classe à Louis le Grand en 1928. Un groupe de jeunes militants radicaux qui s'inspirent à la fois du Black Panther Party dont je vous ai parlé tout de suite et des Tupamaros uruguayens sur cette conception de l'action directe estiment que, quelques semaines après avoir mis en feu notamment le Centre culturel français, le 15 janvier 1971 et une annexe du ministère des Travaux publics, que accueillir le président Pompidou pendant 24 heures lors de sa première tournée africaine, depuis sa prise de fonction en 69, réhabiliter, du moins essayer de repeindre, de rendre jolies les grandes artères du pays, de la capitale, sur son chemin de l'aéroport de Yoff jusqu'à la présidence, mais juste pour les beaux yeux de la présidence française, en écartant tout signe de pauvreté, était un scandale. C'était leur revendication. Et en début février 1971, ce groupe de jeunes décide alors de porter un attentat sur le cortège présidentiel à coups de cocktails Molotov qu'ils avaient dans leur sac, mais ils ont été pris avant de pouvoir passer à l'action et condamnés à de très lourdes peines de prison, à la prison à perpétuité et travaux forcés. Pour Diallo Diop, qui sera le principal condamné, enfin celui qui sera condamné à la peine la plus importante, et puis avec d'autres, c'était un groupe d'une quinzaine de jeunes. Parmi les condamnés se trouve être Diallo Diop, le doyen Diallo Diop qui est toujours en vie, qui est très actif, et son frère Mohamed Diop Dilopi. Deux frères d'Omar Blondin Diop, dont on va revenir un peu sur la trajectoire. Cette carte également en est une que j'ai réalisée avec mon frère cartographe Tristan Bobin sur la trajectoire générale de Omar Blondin Diop que vous pourrez retrouver sur la page Wikipédia d'Omar Blondin Diop si vous souhaitez la regarder avec plus de précision. Omar Blondin Diop, pour comprendre un peu le contexte dans lequel lui s'engage après ces tentatives d'attentat, est né à Niamey d'un père médecin, d'une mère sage-femme, passe son enfance au Sénégal, principalement à Dakar, mais également un peu en région, Kaolack, Joal notamment, s'installe à Paris à partir de son adolescence, il fait ses classes de lycée, classes préparatoires et le début de ses études supérieures, est expulsé pour raison d'implication dans le mai 68 français, il est expulsé de France, retourne au Sénégal, et au Sénégal, il commence déjà à côtoyer la gauche clandestine de l'époque. Et je parle de clandestinité, on reviendra un peu plus précisément sur les tenants et les aboutissants de ce qu'on appelle clandestinité. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas des moyens aussi directs de communiquer qu'aujourd'hui. Et donc, c'était toute une structure, une structuration qui se faisait nuitamment. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Il côtoie donc cette gauche radicale clandestine, également des milieux artistiques, retourne à Paris, et c'est de retour à Paris, au début de l'année 71, qu'il apprend l'arrestation de ses deux frères et de ses camarades avec qui il était en contact à Dakar. Il se lance avec 3 camarades, dont Alioune Saldi Paloma, prospectiviste, sociologue, dans une formation à la lutte armée, qui l'amènera jusqu'en Syrie, puis à Alger, en Syrie où il sera dans un camp de formation mené par l'Organisation de libération de la Palestine, puis à Alger, dans une maison de Black Panther Party, qui était à l'époque en exil, dont une des franges était en exil, menée par Aldrich Cleaver, et puis ensuite, depuis Bamako, dans le régime post-Modibo Keïta de la junte militaire de Moussa Traoré. À Bamako, où réside une partie de sa famille, puisqu'il était sénégalais et malien, Omar Blondin Diop, il sera arrêté à la fin du mois de novembre, en perspective d'une visite officielle, la première du Sénégal post-indépendance depuis l'éclatement de la Fédération du Mali, de Léopold Sédar Senghor au Mali. Il est donc extradé de Bamako, condamné à une peine de 3 ans pour, je cite, atteinte à la sûreté de l'État, et au bout de 14 mois d'incarcération après cette peine, sera retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Gorée. Officiellement, la thèse parle d'un suicide par pendaison, mais bien entendu, il s'agit d'un crime maquillé. L'enquête du juge, le doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar démontre qu'il y a ingérence dans cette affaire, qu'il y a eu coups et blessures, qu'il y a eu manipulation de l'État sénégalais et donc qu'il y a assassinat. Ça nous amène à parler de Jean Collin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, depuis 1971, qui est, disons, une des éminences grises du pouvoir en place à l'époque.
et qui a la haute main sur le système pénitentiaire et policier. Les JMI, donc le groupement mobile d'intervention, la police anti-émeute, les prisons, et qui a entretenu aussi auprès de Senghor cette idée que Mamadou Dia et tous ceux qui étaient incarcérés à Kédougou l'étaient dans des conditions, je cite, humaines. Jean Collin a un rôle décisif dans la mort de Mamadou Diop, puis dans la répression d'autres opposants également, puisque en personne, il a refusé de rendre le corps de Mamadou Diop à sa famille, en estimant que s'il le faisait, il y aurait des émeutes incontrôlées et qu'il y aurait un bain de sang à Dakar. Et Jean Collin, il faut le dire, avant un remariage, a été pendant longtemps le neveu par alliance de Léopold Sédar Senghor, puisqu'il était l'époux d'Adèle Senghor, la nièce de Léopold Sédar Senghor. Jean Collin, disons, en est l'exemple le plus illustratif, mais il cache aussi, d'une certaine manière, d'autres membres qui étaient, et je le précise, Jean Collin était membre de l'administration coloniale française avant l'indépendance, avait des tendances, visiblement à la fin des années 50, un peu plus de gauche, aurait opté pour le non, donc pour l'indépendance du Sénégal, mais dans le cadre du Sénégal postcolonial, a un rôle très important dans la répression abattue sur l'opposition. En dehors de Jean Collin, il y a d'autres Français qui ont eu un rôle important dans la répression. Je pense notamment à un commissaire de police qui s'appelle André Castorel, qui a mené des séances de torture, notamment de membres du Parti africain d'indépendance. Je vous préviens, ce sont des scènes visuellement qui sont d'une horreur abjecte. Je vais vous les décrire tout de même, parce que c'est important que l'on comprenne la brutalité des méthodes de répression, de violence et de torture de l'époque. Lorsqu'on parle de torture, c'est pas quelque chose d'aérien, c'est pas quelque chose de « ah oui, on leur a fait mal ». Non, c'est une violence concrète sur des personnes concrètes. Lorsqu'on parle de torture, on parle de fils électriques qui sont posés au niveau soit du buste, donc au niveau, disons, des tétons pour faire court, ou bien au niveau des parties génitales, et les personnes arrêtées se voyaient recevoir des décharges électriques dans ces parties génitales-là. Il y avait également la technique de mettre des fils, d'enchaîner d'une certaine manière les prisonniers, leurs mains avec leurs jambes autour d'une planche de bois, retourner en arrière et leur tête dans un seau d'eau. Ce qu'on appelle, c'est les méthodes des États-Unis au début des années 2000 à Guantanamo, ce qu'on appelle le waterboarding. Et puis finalement, une autre méthode, je vous préviens, c'est très graphique, c'est l'insertion d'un goulot de bouteilles, c'est-à-dire les bouteilles Coca, Sprite, tout ça que vous voyez dans les boutiques là, les bouts des bouteilles en verre, insérés dans l'anus des militants jusqu'à ce qu'ils saignent. Je m'arrêterai là parce que on n'est pas là pour faire encore que il faut que les gens sachent. Ça, je tiens cela à la fois de texte, d'un ouvrage, de plusieurs témoignages de membres du Parti africain d'indépendance. Là, j'ai un livre à mes côtés, La réalité du manifeste du pays au XXIe siècle, qui était un colloque organisé en 2008 à la Maison de la Culture d'Outasak à Dakar, et puis également des témoignages directs de personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont décrit ces scènes-là. Et finalement, André Castorel donc, était un de ces commissaires de police. Il y avait d'autres commissaires de police français à l'époque, et un certain François Zuccarelli, qui était également un commissaire de police, un agent de coopération auprès du ministère de l'Intérieur, et qui en 68 a eu des services au sein du commissariat général de Dakar. En 1974, et j'ai bien mis une astérix au niveau de libération, parce que c'est pas une libération totale, mais c'est une libération, disons, des prisonniers politiques les plus connus à l'époque, dont Mamadou Dia, les 4 ministres, les membres du groupe des 10 incendiaires, les Diallo Diop, les Jackie Paye, Noum Camara, etc. Alioune Sall Di Paloma. En 1974, à gauche de l'écran, vous voyez une lettre que Mamadou Dia a écrite au moment juste un peu avant sa libération de prison, et à droite, vous le voyez donc, voilà, 14 ans après l'indépendance. Et il avait un glaucome au niveau de l'œil, induit par la longue incarcération,
les conditions de détention très dures. La libération des prisonniers politiques, à l'époque, ne marque pas, qui sera amnistié en 1976, ne marque pas la fin de la répression. Ça marque le début, disons, d'une nouvelle phase, d'une ouverture relative, mais on le verra avec le cas de Ahmed Khalibi, tout de même une politique de répression bien en place. 1974 marque également la fondation d'un premier parti d'opposition, à l'époque nommé Parti de contribution, le PDS de Ablaye Wade, et donc une sorte de parti qui vient faire un contre-pouvoir ni électoral, ni de pouvoir véritable, mais en tout cas dans la forme, il y a un nouveau parti qui émerge. Je vous parlais des arrestations de Ahmed Khalibi, et c'est l'occasion également de parler de ce qu'on appelle la clandestinité. Comme je vous l'ai expliqué, le Sénégal sous Senghor est un régime à parti unique. L'opposition est muselée, l'opposition est réprimée, soit absorbée, soit réprimée. Les syndicats sont dissous successivement, les partis d'opposition le sont également, les associations étudiantes également. Et c'est l'occasion également pour moi de vous dire que, et on en reviendra sans doute après, les questions de milices et de nervis dont on parle aujourd'hui, cette question n'est pas nouvelle. Il y avait également des milices de l'UPS, des gros bras, qui venaient et qui, la formulation de l'époque, ils cassaient de l'étudiant, quoi. Donc en 1975, il y a cette affaire Ahmed Khalibi, Ahmed qui est une formation qui est issue du mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste fondée en 69, à la fois avec des étudiants sénégalais qui sont rentrés de France et des étudiants sénégalais sur place, qui donne lieu ensuite à ce qu'on appelle Renou Réoumi, qui sera un peu le bras vraiment dans la clandestinité, et Ahmed sera un peu le bras plus connu hors de terre, disons. Surtout après, à partir de la légalisation des partis politiques en 81. Cette affaire, et donc, Khalibi, c'est le journal que Ahmed distribuait. Et ça, c'était une des méthodes des partis qui étaient forcés à la clandestinité. C'était le fait de faire les choses. Donc, il nommait, il y a Khalibi, Ahmed, mais les gens à l'intérieur de ces mouvements-là ne se connaissaient pas forcément. Très peu ne se connaissaient, en fait. C'est après 81 et le départ de Senghor et l'arrivée d'Abdou Diouf que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient dans le même mouvement. Mais il y avait des cellules de quartier. Les gens ne connaissaient pas leur vrai nom, ils se voyaient de la nuit. Ils avaient des pseudos, je sais pas, Hector ou Alphonse ou d'autres surnoms comme ça. Ils ne connaissaient pas le nom véritable de leurs camarades. C'est un peu une structure pyramidale, un peu à l'image du FLN, le Front de Libération Nationale algérien, où une personne en connaît deux, mais les deux personnes-là ne connaissent que la personne au-dessus, et ces deux personnes-là connaissent deux personnes différentes. Donc c'est une structuration qui fait que même s'ils se font arrêter, ils ne seront même pas en mesure de dire qui est dans le mouvement. Donc ce journal Khalibi est distribué, et à un moment, puisqu'il faut savoir que ces mouvements étaient très infiltrés, je vous parlais des services de renseignement de l'appareil colonial, mais c'était également pour vous montrer que ceux-là ont influencé sur la structuration du renseignement sénégalais post-indépendance, notamment avec Jean Collin à la tête, et les services de renseignement français qui étaient bien en place, puisqu'en regardant les archives diplomatiques françaises de l'ambassade de France au Sénégal, on se rend compte qu'il y a des va-et-vient permanents avec la présidence. En distribuant le journal, ils se font prendre, il y a des arrestations, et les militants seront torturés en prison, comme ce qui est le cas depuis 1960, avec notamment le cas, je pose un peu parce que c'est douloureux de parler de ça, le cas de Eugénie Lokhaya Ao, qui a fait une fausse couche en prison, parce que, à cause de la pression, à cause des mauvais traitements, des mauvaises conditions. Eugénie Lokhaya Ao, dont le conjoint à l'époque, Abou Sow, s'est vu arracher des ongles, et sa tête a gonflé, c'est multiplié par 2 en raison de tous les coups qu'il a reçus. En 1976, on rentre vraiment dans une phase disons, fin de règne, mais avec une volonté d'assurer sa succession, avec la révision de l'article 35 de la Constitution, qui permet, en cas de vacance, de démission ou de décès du président de la République, que le Premier ministre en soit son successeur.
donc déjà formé à partir de 70, avec l'idée qu'il succédera à Senghor un jour, là, de manière très concrète, à partir de 74, Abdou Diouf a 4 ans, 76, 77, 78, 79, 80, à 5 ans, pour préparer son arrivée à la présidence de la République. Cette même année-là, un troisième parti dit d'opposition est légalisé, le Parti africain d'indépendance, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a déjà eu plusieurs scissions au sein du Parti africain d'indépendance. L'aile la plus radicale a désavoué Majmoud Diop, son leader historique, qui était en exil à Bamako jusqu'en 1974, en estimant qu'il avait, notamment dans le cadre du maquis militaire, pas assumé sa responsabilité, et qu'il devenait trop proche de Senghor. Et donc ce PAI-là sera par la suite connu sous le PAI Rénovation, mais ce n'est pas le PAI, la tendance du PAI qui donnera lieu notamment au PIT, au Parti indépendant du travail, à partir de 81. Un autre cas, en dehors d'Ablaye Wade, en dehors de Majmoud Diop, qui eux sont dans l'opposition légale, disons permise par le régime de Senghor, il y a le cas de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, qui est bien entendu connu pour ses thèses, on l'a évoqué tout à l'heure, on continuera à en parler, c'est un monument du Sénégal et de l'Afrique. Cheikh Anta Diop était politiquement actif. Il avait lancé le Front National Sénégalais en 63, le Bloc des masses sénégalaises en 64, mais à chaque fois, c'était vu opposer la férocité de l'interdiction du régime de Senghor. Senghor qui avait également proposé des postes de ministre à Cheikh Anta Diop et qui avait, d'une certaine manière, accéléré les dissensions internes au sein de ces partis en incorporant certains des membres du FNS et du BMS à l'intérieur de la mouvance présidentielle du PS, l'Union progressive sénégalaise. Cheikh Anta Diop qui refusera d'ailleurs de siéger à l'Assemblée nationale, puisqu'il était le seul député élu du RND, parce qu'il estimait que cette chambre était illégitime. En 1978, et ça c'est un coup important, la Cour suprême refuse de légaliser le Rassemblement national démocratique, le troisième parti de Cheikh Anta Diop. Il y avait déjà à l'époque eu une controverse autour du journal Siggi, même chose pour Tcheddo de Sembène Ousmane, où Léopold Sédar Senghor estimait qu'il y avait une faute un problème d'orthographe, que Siggi ne prenait pas 2G mais 1G, que Tcheddo ne prenait pas 2D mais 1D, et donc c'était un moyen pour lui aussi d'écarter l'opposition. Cheikh Anta Diop se dit, bon, Siggi ça passe pas, on va faire Tahaou. Là il n'y a pas de contestation. Donc Tahaou naît et est un journal important qui rassemble également Sembène Ousmane et d'autres contributeurs. Vous voyez sur l'écran directeur politique Cheikh Anta Diop, directeur de publication Babacar Niang et rédacteur en chef Ablaye Kane. En 1978, après l'autorisation du PDS de Ablaye Wade en 1974, l'autorisation du PAI de Majmoud Diop en 1976, il y a l'autorisation du MRS de Babacar Gaye. C'est ce qu'on appelle les 4 courants de pensée. Le multipartisme contrôlé ou limité, c'est plutôt contrôlé. PDS, la campagne tricentenaire, vous voyez un peu la rhétorique du parti au pouvoir. L'UPS, c'est saboter notre plan. Voter UPS, c'est être vigilant. On arrive à la fin du règne de Senghor, la démission de Senghor, et Abdou Diouf prend la relève, comme je vous l'avais dit, à partir de la révision de la Constitution en son article 35. Abdou Diouf est déjà préparé comme étant le dauphin de Senghor. Vous voyez Abdou Diouf là à l'écran avec Habib Thiam, son futur Premier ministre à partir de 1983. Et il prend la relève de Senghor avec tout de même 2 années de mandat, lors desquelles il ne sera pas voté, lors desquelles il pourra préparer par la suite l'avancée de son régime et la perduration du régime socialiste. J'en arrive à la fin, j'espère ne pas avoir été trop long, mais je vous fais quelques recommandations de lecture. Sur cette période très vaste, il y aurait énormément de choses à dire, il faudrait parler des heures de chaque événement, mais en somme, vous l'aurez compris, l'état du Sénégal indépendant
né sur les braises, sur les cendres de l'empire colonial, qui se restructure, qui ne meurt pas, qui se restructure à travers aujourd'hui ce qu'on nomme la France-Afrique. Et il y a progressivement une radicalisation de l'État, du régime, dans sa férocité vis-à-vis de l'opposition. Un ensemble de mouvements d'opposition, on a parlé du PAI, on a parlé des mouvements de Cheikh Anta Diop, on a parlé de cette jeunesse de 68, on a parlé de Ande Diop, on a parlé de toute une effervescence de jeunes et de moins jeunes, mais particulièrement de jeunes, qui voyaient en l'indépendance non pas la fin d'un processus, mais le début d'une longue marche vers la décolonisation du Sénégal et de l'Afrique. Pour approfondir un peu toutes ces problématiques-là, vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez prendre note. Je vous propose quelques livres, parce que une conférence, une intervention ne suffit pas. Un livre récent, paru il y a moins d'un an par Mohamed Lamine Manga, qui est le chef du département d'histoire de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, intitulé Gouvernance et lutte d'influence politique au Sénégal, 1960-2000, qui revient beaucoup plus également sur la période de Diouf, que je maîtrise moins, qui est moins le centre de mes recherches. Également une enquête très incisive dans les années 2000, au début des années 2000, par Abdoulatif Coulibaly, intitulé Le Sénégal à l'épreuve de la démocratie, enquête sur 50 ans de lutte et de complot au sein de l'élite socialiste. Et également un livre sur les contestations et sur les refondations de l'école au Sénégal, un livre de Pascal Bianchini intitulé École et politique en Afrique noire, sociologie des crises et des réformes du système d'enseignement au Sénégal et au Burkina, 1960-2000. Il y a également un ouvrage de l'historienne Françoise Blum, intitulé Révolution africaine, dans laquelle elle revient sur notamment mai 68 au Sénégal, en lien avec les révolutions de 63 au Congo et de 75, il me semble, à Madagascar. Et puis, en complément très important, l'ouvrage de Omar Gueye, professeur d'histoire au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mai 68 au Sénégal, Senghor face aux étudiants et au mouvement syndical. Et puis, ça c'est un peu plus des études, disons, universitaires ou journalistiques. En termes de l'ouvrage de première main, Roland Collin, le directeur de cabinet du président du Conseil des ministres Mamadou Dia, un ouvrage exceptionnel dans son acuité, dans ses détails, intitulé Sénégal, notre pirogue au soleil de la liberté, journal de bord 1955-1980, qui revient justement sur la marche vers l'indépendance. Et puis, après l'indépendance, notamment l'incarcération de Dia et la trajectoire que prend le Sénégal post-indépendance. Deux ouvrages également sur le Parti africain d'indépendance, deux de ses membres importants, Sadio Camara, l'épopée du Parti africain d'indépendance PAI au Sénégal 1957-1980, qui revient notamment sur la question du maquis dans le Sénégal oriental, et Mokhtar Fofana, trajectoire et documents du Parti africain d'indépendance PAI au Sénégal, avec des documents de première main très importants et un témoignage également important. Et finalement, un ouvrage particulier, puisqu'il mêle à la fois témoignage de première main et travail historique du professeur Ablaye Batili, réédité aux éditions L'Harmattan en 2018 pour le 50e anniversaire de mai 68, un ouvrage qui avait été initialement publié en 92, intitulé Mai 68 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie. Je prends également cette occasion pour vous référer vers ces deux ouvrages-là très importants, qui ne portent pas spécifiquement sur le Sénégal, mais on ne peut jamais dissocier le Sénégal de l'Afrique, et on ne peut jamais dissocier le Sénégal du monde de manière plus générale, mais, et ça c'est quelque chose qu'il est nécessaire de rappeler, le Sénégal n'est pas le centre du monde, et malheureusement parfois on peine à avoir une vision plus large en dehors du pays. L'histoire politique nationale est d'une importance capitale, mais il faut toujours la resituer dans l'histoire africaine. Et donc cet ouvrage de référence sur l'histoire du panafricanisme du professeur Hamzat Boukari Yabara, qui interviendra plus tard dans la journée, intitulé Africa Unite, qui revient de manière très précise et de manière très claire sur l'histoire du panafricanisme, avec évidemment une partie sur Cheikh Anta Diop et sur ces grandes figures-là, du panafricanisme, et sur ces années 60 où disons, le destin des États indépendants s'est joué. Un ouvrage qui est sorti il y a 2 jours, colossal, de 1000 pages, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, dirigé notamment par Hamzat Boukari Yabara, Benoît Colomba, Thomas Deltombe et Thomas Borrell, avec des contributions sur le Sénégal et sur l'ensemble de l'Afrique, bien entendu. Finalement, et je conclue ici, je fais quelques recommandations de films, parce que lire c'est bien, voir des films c'est bien aussi.
Mausolée, ou le pari de l'indépendance de Alassane Diagne, qui revient sur l'histoire du PAI, les moments de l'indépendance de Diabou Bessane, qui revient sur le rôle des femmes spécifiquement et leur importance décisive au sein du pays et dans la vie politique sénégalaise au moment de l'indépendance et après. 2 films sur Valdiodio Ndiaye, dont un qui est récemment sorti, diffusé, actuellement disponible sur la plateforme de TV5 Monde. Je vous conseille d'aller le voir. Un premier film sorti il y a 20 ans, Valdiodio Ndiaye, l'indépendance du Sénégal, et Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire, qui revient spécifiquement sur le procès dont on a parlé tout à l'heure. Tous les deux réalisés par la fille de Valdiodio Ndiaye, Amina Ndiaye Leclerc. Un film également sur Mamadou Dia, sur le procès, sur sa trajectoire, réalisé par Ousmane William Baye, intitulé Président Dia. 2 films récents sur Omar Blondin Diop. Un film qui actuellement fait le tour du monde, les festivals de cinéma du monde entier, réalisé par Vincent Messien, qui revient sur la trajectoire d'Omar Blondin Diop, mais qui porte également un regard non seulement esthétique, mais également historique, qui questionne les vides de l'histoire, qui questionne la survie d'Omar Blondin Diop aujourd'hui, et les liens de plus en plus prégnants entre la Chine et l'Afrique, en resituant également le film de Jean-Luc Godard, La Chinoise, dans lequel Omar Blondin Diop a tourné. Finalement, un film qui n'est pas encore sorti, mais qui est en lice pour le Festival panafricain du cinéma, le FESPACO à Ouaga, un peu plus tard ce mois-ci, en octobre 2021, réalisé et écrit par J.D. Digo, et qui revient sur la vie, sur le parcours d'Omar Blondin Diop, mais plus spécifiquement sur les conditions de sa mort, avec des témoignages d'une importance mais décisive, notamment du juge qui était en charge de l'affaire, Moustapha Touré. Et finalement, je fais un peu de pub personnelle, vous m'excuserez de cela, pour un film sur lequel je travaille avec mon camarade artiste Big Up Makima Dibasila, le Sénégal révolutionnaire, qui tente de revenir justement sur tout ça. Le PAI, Mamadou Dia, le procès, la période de clandestinité et sur la marche du Sénégal vers l'indépendance, les 2 décennies post-indépendance, et comment, au-delà de l'histoire officielle que l'on entend toujours avec force, que le poète Senghor était nécessairement un poète dans sa façon de gérer politiquement le pays, aller un peu au-delà de cela et tenter de questionner justement les vides de l'histoire et comment la résistance ne s'est pas limitée juste à la fin des années 50. Je vous remercie pour votre écoute. Cette 3e partie est un peu augure une discussion plus large sur les liens entre le passé et le présent. J'espère avoir été suffisamment clair. Je vous remercie pour votre écoute et en avant pour la discussion. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup pour ces échanges très instructifs et très fructueux. Parce qu'on l'a dit au départ, hein, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et aujourd'hui, tu nous as replongé dans l'histoire des résistances politiques au Sénégal et globalement en Afrique. On peut retenir que pour vivre longtemps, mieux vaut être du côté du pouvoir que de l'opposition. Cependant, pour aspirer à un monde meilleur et laisser un avenir radieux à ses enfants et à ses petits-enfants, rien ne vaut la résistance face à l'oppression et seule la lutte libère. Alors, nous allons nous orienter par rapport à cette 3e partie justement, en te posant déjà une première question, Florian, sur qu'est-ce qui t'a incité à t'intéresser à l'histoire de l'Afrique? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, justement, c'est pour voir avec toi quel est le lien qu'on peut faire par rapport à toute cette évolution et la trajectoire de PASTEF, et quels sont les enseignements qu'on peut tirer par rapport à tout cela, par rapport à toutes ces résistances. Florian? Bon, le temps que Florian se reconnecte, je vais laisser juste pour rappel, Florian, merci beaucoup Florian pour cette brillante intervention qui nous a permis de nous replonger dans l'histoire de notre très jeune pays qui est le Sénégal, mais qui s'inscrit aussi dans un cadre plus large qui est l'Afrique. Durant cet exposé, on a parlé de la période coloniale où tu nous as exposé comment les Noirs étaient traqués pendant cette période, pourchassés avec une violence inouïe, mais surtout comment cette violence était institutionnalisée avec l'instauration du Code noir, le Code de l'indigénat. Aussi, durant cette période,
Florian est revenu sur le rôle du recrutement de tirailleurs joué par Blaise Diagne pendant cette période, ce qui semble un peu ironique quand on pense que ce dernier porte le nom d'une avenue au Sénégal. Toujours pendant cette période, il est revenu sur le destin de Lamine Arfan Senghor, qui a su incarner les valeurs de Jom, de Foula, de Faïda, léguées par nos ancêtres, malgré son parcours difficile. Durant la deuxième partie de son intervention, Florian est revenu sur le Sénégal sous Senghor, qu'on pourrait qualifier d'indépendance négociée, avec cette phrase qui a retenu toute notre attention: quitter l'Afrique pour mieux y rester. Cette période s'articule autour de 3 périodes clés, qui est le référendum de 58, l'éclatement de la Fédération du Mali et l'arrestation de Mamadou Dia, et qui est suivi par derrière l'hyperprésidentialisme sous Senghor et la lutte clandestine. Durant ces 2 périodes, on peut trouver quand même la corrélation, malgré le fait qu'on note une continuité dans la forme de violence entre les colons et le régime de Senghor. La seule différence entre ces deux-là, c'est la couleur qui opprime, mais ce qui est le lien entre ces deux aussi, c'est qu'en face, il y a des personnes qui ont su incarner des valeurs de résistance telles que Lamine Arfan Senghor, telles que Omar Blondin Diop, telles que Mamadou Dia. Et ces figures aussi s'inscrivent dans ce qu'on connaît dans l'histoire récente du Sénégal, avec l'arrestation de Guy Marius Sagna avant-hier, surtout si on se rappelle que Florian nous a parlé de ces arguments fallacieux qui sont noyés parfois dans les textes législatifs, tels que offense au chef de l'État, offense aux institutions. Pour un oui, pour un non, on emprisonne quelqu'un et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ce qui permet de faire cette transition avec la question de ma consoeur Mariama, pour que tu puisses revenir un peu sur la période récente, avec quel enseignement on peut en tirer et quel lien on peut faire avec la trajectoire de PASTEF. Florian, tu nous entends? Oui, je vous entends. Excuse-moi, là, j'ai des problèmes de connexion. Mais là, je suis de retour. Je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, juste à la lumière de ton brillant exposé sur les 2 parties, on voulait juste que tu reviennes un peu sur l'histoire récente, avec quel enseignement on peut en tirer et quel lien on peut en faire avec la trajectoire de PASTEF. Alors, je pense que d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Il y a une marche de l'histoire, comme ce qu'on a vu à la fin des années 50, où on se rend compte que les indépendances deviennent presque inéluctables. Mais après, c'est les conditions dans lesquelles on se saisit de cette histoire-là. Il n'y a pas de fatalité dans l'histoire, parce qu'il y a des opportunités, il y a des moments d'ouverture, il y a des mouvements, des personnes qui peuvent l'incarner. Et je pense que ce qu'on peut retenir des événements récents, c'est qu'on est malheureusement rentré dans une phase qui n'a pas beaucoup à envier la présidence de Senghor. J'ai écrit un papier qui est paru dans CNE+, au début du mois de mars, lorsque les manifestations se sont déclenchées, qui s'intitule « Gare aux martyrs », dans lequel j'écris que les méthodes de répression aujourd'hui sont très proches et s'inspirent directement des méthodes de répression sous Senghor. On parle d'arrestation abusive, on parle d'incarcération sur un temps indéterminé, on parle de musellement de l'opposition, on parle d'infiltration également dans des partis et mouvements, on parle de torture, tel que ça a été relaté par pas mal de militants, du FRAPP, de PASTEF et d'autres mouvements. Et on parle de l'accaparement du pouvoir dans les mains d'une seule personne, avec évidemment des acolytes et des alliés, mais dans une tentative, pour reprendre les mots du principal intéressé, de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Tout cela n'a rien à envier à l'époque de Senghor. Il y a des ponts très clairs. En mars, j'étais frappé de voir ce que je lisais à l'époque dans les livres de Ablaye Bathily en action, c'est-à-dire l'envoi de gaz lacrymogène,
le fait de tirer à balles réelles sur des personnes non armées ou pas avec des armes létales, et le fait particulièrement de s'attaquer aux personnes les plus démunies, notamment dans les quartiers de la banlieue de Dakar et par ailleurs. Moi, la scène du jeune désarmé qui se fait assassiner en pleine rue reste un souvenir macabre qui, comme je le disais, me remémore ces années du massacre des Allées du Centenaire du 1er décembre 63. Mais au-delà de la question de la répression, je pense que, comme je disais, il n'y a pas de fatalité à l'histoire. Et pour reprendre les termes de Guy notamment, mais également de tous ces militants des années 60-70, c'est au peuple de faire leur propre histoire. Personne ne le fera à leur place. Et donc, en ce sens, il y a des ponts, il y a des liens, il y a une continuité historique entre ces mouvements d'opposition depuis Lamine Arfan Senghor, c'est pour ça que j'ai tenu à parler de lui, depuis ces mouvements dans la clandestinité, jusqu'à aujourd'hui, et je pense que cela est incarné de la manière la plus forte par le FRAPP. Le PASTEF, à mon sens, s'inscrit également dans cette démarche-là. Et les problématiques que soulèvent ces différents mouvements, à la fois de ce qu'on appelle la société civile, pas celle qui a été invitée hier à Montpellier, mais celle qui est véritablement sur le terrain, et les partis d'opposition qui ont une position beaucoup plus radicale, les prises de position sont assez similaires à celles des années 60-70. Non pas la réforme cosmétique du franc CFA, mais l'abandon clair et simple de cette monnaie coloniale. Non pas des réformes pour tenter d'accommoder les gens au pouvoir, mais une restructuration profonde de l'État en Afrique. Essayer d'aller au-delà de la violence comme arme politique et comme culture politique, et ne pas maintenir l'étau, le joug, le genou sur le cou des Africains, comme cela était le cas sous l'ordre et l'appareil colonial. Donc je pense qu'il y a des liens à soulever, à la fois dans les méthodes de mobilisation, dans les motifs de mobilisation et dans la répression, qui à nouveau n'est pas une fatalité. Il n'y a pas une personne n'a en main, mis à part ceux qui déterminent leur propre histoire, n'a en main ce qui va se passer demain. Il y a des volontés de corrompre, il y a des volontés d'étouffer. Et c'est le cas actuellement avec le syndrome du troisième mandat, l'épidémie qui est devenue pandémie du troisième mandat. Mais, à nouveau, il n'y a pas de fatalité. Merci beaucoup, Florian. Mariama, je te laisse introduire la deuxième partie. D'accord. Donc, merci beaucoup, Florian, pour ces précisions. On retient bien qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est au peuple d'écrire son histoire. Maintenant, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer, nous allons ouvrir les débats et avec quelques interventions. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat qui nous seront remontées par la régie. Juste pour permettre à un maximum de personnes de prendre la parole, nous vous invitons à être bref et concis dans vos interventions, s'il vous plaît. Pour commencer, je vais donner la parole à notre frère Birom Oloba, qui va faire sa petite contribution et certainement des questions. Birom, tu as la parole. Oui, bonjour Mariam, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour Florian, bonjour Moussa, merci beaucoup de l'exposé Florian, c'était très très intéressant. Donc moi, je voulais peut-être faire une petite contribution et poser une question. Ma contribution est de dire que les méthodes qui étaient appliquées entre les années 60 et 70 n'ont pas énormément changé. Si au mois de février et mois de mars, il y a eu 13 personnes qui sont mortes, plus de 500 personnes qui sont blessées, il n'y a aucune enquête qui a été ouverte jusque-là, je ne pense pas que les choses aient changé plus que ça.
Et ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, la deuxième personnalité du Sénégal, à savoir Moustapha Niasse, ce que beaucoup de Sénégalais ignorent, fait partie des personnes qui recrutaient les nervis, qui allaient tabasser les étudiants dans les années 68. Donc, ce n'est pas étonnant que cette personnalité, à la position où elle est aujourd'hui, que ces choses-là puissent se passer sans pour autant qu'il y ait la diligence qu'il devrait y avoir pour éclaircir ce qui s'est passé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et le président Macky Sall, aujourd'hui, utilise exactement les mêmes approches. Soit une captation de l'opposition par ce qui est communément appelé aujourd'hui la transhumance. Le cas d'Idriss Seck et de Maître Aïssata Tall Sall sont très fraîches dans nos mémoires. Sinon, la répression, comme ça a été fait avec Khalifa Sall, avec Karim Wade, de façon continue avec Guy Marius Sagna, une tentative au mois de février-mars avec Ousmane Sonko. Donc ça, c'est des enseignements qu'on peut tirer de l'histoire qui s'est passée entre les années 60 et 70. C'est exactement la même chose qui continue et c'est le même système. Et ce système-là, il faut le combattre. Parce que sinon, ce n'est pas possible. La jeunesse actuelle ne peut plus accepter que ce système-là continue à perdurer et rester les bras croisés. Donc ça, c'était une petite contribution. Et la question est la suivante. Toi, j'imagine que tu as bien suivi le sommet de Afrique-France de Montpellier. Quel est ton avis personnel par rapport à ce sommet-là, à ce sommet-là? Ça, c'est un. Deuxième chose, Mariama a posé la question de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cette histoire politique du Sénégal. Je sais que tu as fait le collège et le lycée au Sénégal. Donc, qu'est-ce qui a attiré ton attention de sorte que tu t'intéresses autant à cette histoire très intéressante et très passionnante? Merci beaucoup. Oui, merci Jérôme pour les deux questions. Ce que je pense du sommet France-Afrique s'inscrit dans la lignée des prises de position du CORA, le collectif pour un renouveau de l'Afrique, mené notamment par Nongo Sambasila, Aménian et d'autres, qui ont récemment publié un ouvrage qui s'intitule « De Brazzaville à Montpellier, regard critique sur le néocolonialisme français » et qui s'inscrit également dans la parution du livre, notamment co-dirigé par Hamzat Boukari Yabara, sur l'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Cette position est la suivante. Convoquer un continent en France de la position d'un chef d'État français qui incarne également la continuité d'une histoire parsemée non pas de haut et de bas, entre les peuples, oui, parce qu'il y a eu des mélanges, il y a eu des métissages, parfois par la contrainte de l'histoire, il y a eu des liens entre le peuple français et différents peuples africains, notamment dans les tranchées, je parle de la Première Guerre mondiale, il y a eu des amitiés qui sont nouées dans les tranchées, etc. Là, je parle d'État à État, de structure politique, le monstre froid qu'est l'État, qui n'a d'autres intérêts que les siens. Convoquer un continent, déjà, le simple fait d'avoir un sommet France-Afrique renommé depuis 2010 Afrique-France, qui demeure exactement la même chose, c'est un sommet France-Afrique, je pense qu'on devrait l'appeler comme tel, et d'un paternalisme conséquent. Après, j'ai suivi les débats entre Emmanuel Macron, le comité Bembe, les différents jeunes qui ont été convoqués. Certains avaient très bonnes intentions. Sherfan, notamment de Africtiviste, a intervenu à propos des bases militaires françaises, à propos du soutien que la France, l'État français portait aux dictatures africaines. Tout cela est très correct. Maintenant, la réalité quotidienne de la France-Afrique ne se règle pas sur une estrade dans une ville du sud-est de la France. La réalité de la France-Afrique, comme pour les indépendances, ne peut pas se signer ni dans un discours, ni sous la forme d'un contrat où on dit « Ok, c'est fini ». La France-Afrique, c'est fini, c'est le slogan de tous les présidents français depuis au moins Jacques Chirac, disons, donc depuis 2007. Nicolas Sarkozy, dans son discours d'une condescendance et d'un colonialisme sidérant à l'université de Dakar ici, Cheikh Anta Diop, il dit que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, qu'il est victime d'une répétition de l'histoire et qu'il se doit de lui-même rentrer dans l'histoire pour prendre en main son propre destin. Il disait que la France-Afrique, c'est fini. François Hollande, qui est venu au Sénégal en 2014 pour supposément déposer les archives sur le massacre de Thiaroye, non pas de ces 35 tirailleurs sénégalais, mais de ces 350, au moins 300 tirailleurs sénégalais qui ont été tués de sang-froid dans un crime prémédité de l'État français,
pour avoir revendiqué leurs droits et pour avoir revendiqué les sommes, les compensations financières qui leur étaient dues. François Hollande, qui arrive en 2014, dit aussi la France-Afrique, c'est fini. Macron, qui, en visite à Alger au moment de la campagne présidentielle française de 2017, dit que la France-Afrique, c'est fini et que la colonisation est un crime contre l'humanité, même chose. Donc, il faut rappeler également que Macron est en campagne présidentielle actuellement. L'élection présidentielle en France aura lieu à partir du mois d'avril. Le nouveau président, soit lui-même, soit son successeur ou sa successeuse, sera élu en mai 2022. On est donc là à 6 mois de l'élection présidentielle. Donc, à mon avis, ce sommet France-Afrique s'inscrit dans une longue démarche initiée avec le rapport commandité à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy sur la question des restitutions du patrimoine matériel en Europe, en France, ce patrimoine africain spolié lors de la colonisation. Plus récemment, les rapports de Benjamin Stora sur les mémoires franco-algériennes, le rapport Duclerc sur le génocide des Tutsis au Rwanda, volonté de diversifier un peu aussi avec la saison Africa 2020, et maintenant, désormais, ce sommet France-Afrique avec le comité Mbembe et le rapport Mbembe. La France se rend compte, à travers la personne d'Emmanuel Macron, que les choses bougent, que les opinions publiques sont de plus en plus mécontentes. D'aucuns parlent de sentiments anti-français. C'est aussi une façon, la sémantique est importante. Lorsque l'État français parle d'un sentiment anti-français, c'est eux, d'une certaine manière, qui dictent les règles de comment on va parler d'un sentiment, de comment on va parler d'une colère. Eux parlent de sentiment anti-français, en réalité, c'est un sentiment anti-impérialiste. En se rendant compte de cela, dès le début de sa présidence, Emmanuel Macron a voulu prendre les devants sur la restructuration de cette relation franco-africaine, qui ne veut pas dire grand-chose par ailleurs, en allant sur ses propres termes. C'est lui qui décide de faire un rapport, le sujet est sur la table, maintenant c'est selon les conditions qu'il pose. Par rapport à la restitution, par rapport au génocide des Tutsis au Rwanda, qui parle d'une responsabilité accablante, mais pas d'une complicité, c'est une façon de dire « Ok, j'ai fait mon mea culpa, la France a eu son rôle sous Mitterrand dans le génocide des Tutsis au Rwanda, mais elle n'est pas complice. C'est pas elle qui a financé le régime d'Habyarimana avant, pendant, et puis qui a soutenu les génocidaires après. » Même chose pour ce rapport Mbembe. Les propositions, dans un esprit de réformisme, peuvent tenir la route. Pour d'autres, c'est des vieilles propositions. Pour encore d'autres, elles sont un peu floues. On ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants. Et au final, qui décide? C'est le chef de l'État français. Donc, avoir un rapport comme ça, ça peut être bien, ça peut être agréable à lire. Mais en fin de compte, qui prend les décisions? C'est non seulement le chef d'État français, mais ce que je me demande, c'est, certes, on a un sommet où il y a un dialogue âpre, disons, c'est les sociétés civiles, et encore une fois, pas toutes les sociétés civiles qui sont invitées à Montpellier. Mais en fin de compte, ici au Sénégal, Total, qui a la mainmise sur le pétrole, la distribution. Eiffage, qui a la mainmise sur les infrastructures. Orange, et Free désormais, qui a la mainmise sur les télécommunications. Canal+, qui a la mainmise sur les médias et la télé. Je peux en citer d'autres. Est-ce qu'un débat sur une estrade à Montpellier va faire revirer les intérêts de la France à travers ses entreprises au Sénégal et en Afrique? Je ne pense pas. Hier, lors de la série de conférences du CORA, le collectif pour le redressement de l'Afrique, il me semble, Ndongo Somasela, économiste à la Fondation Rosa Luxembourg, disait qu'il y avait un mécontentement très important vis-à-vis du franc CFA de la part des opinions nationales africaines, mais que plus de la moitié des chefs d'entreprise français en Afrique n'y voient aucun inconvénient et plutôt y voient un avantage. Je pense que ça dit tout. Cette volonté de phagocyter le projet de la sortie du franc CFA à travers l'ECO, qui était initialement une monnaie ouest-africaine et non une monnaie juste dans le giron français, et on est un des exemples. Je vais m'arrêter là, mais
juste pour répondre brièvement à la deuxième question de Biroum par rapport à mon intérêt pour ces problématiques, j'ai passé une partie importante de mon enfance ici, à Dakar, où je suis, mon collège et mon lycée, et je me suis rendu compte dans le système français dans lequel j'étais à l'époque qu'il y avait une part très réduite du programme du curriculum historique sur l'Afrique et plus particulièrement sur le Sénégal. J'étais frustré et donc j'ai commencé à en apprendre plus sur l'histoire de l'Afrique et du Sénégal en dehors du Sénégal. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, à travers des études, des études africaines en France, puis au Canada. Et j'ai le plaisir d'être de retour ici au Sénégal depuis un an. Et c'est cette passion pour, disons, les interstices de l'histoire, pour les moments un peu plus sombres, un peu plus méconnus, persiste. Et c'est la raison pour laquelle je travaille sur le film Le Sénégal révolutionnaire avec mon camarade Maki Madibasila, pour tenter justement de mettre à l'écran, non seulement à l'écrit, parce que on s'est rendu compte que, et ça c'est un peu dans la lignée de l'héritage de Salman Ousmane, qui initialement était écrivain, il écrivait ses livres, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un lectorat très réduit. Or, qu'est-ce qui marche? C'est l'image, notamment pour des peuples qui sont anesthésiés, qu'on ne pousse pas vers l'alphabétisation, pour lesquels l'éducation, du point de vue de l'État, n'est pas une priorité. Et donc, passer par l'écran, ça a aussi un impact très fort. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ces recherches. Et j'incite aussi vraiment, c'est nécessaire parce que c'est pas un travail solitaire, quoi. Il y a d'autres personnes qui travaillent dessus, mais c'est très important que les jeunes ici, que ce soit à l'Université de Dakar, de Ziguinchor, de Thiès, de Saint-Louis, s'engagent, fassent des recherches, que ce soit sur des événements spécifiques, sur avant, après. Mais vraiment, la recherche historique est absolument fondamentale et elle doit être diffusée sur tous les médiums, à l'écrit, en format audio, podcast, radio, en format comme ça, comme des conférences, des vidéos courtes, longues, documentaires, tout. L'éducation populaire aussi, c'est important de faire dans des quartiers et pas que en français. Et ça, c'est vraiment un aspect très important. C'est que le français est là, il reste pour un moment, mais il ne peut pas être la seule langue de diffusion. Et justement, essayer d'étouffer les langues qui cohabitent au quotidien au niveau des institutions et au niveau du partage de la connaissance, c'est insoutenable et ça mène droit au mur. Merci beaucoup, Florian. Merci au camarade Birom pour ta pertinence, comme toujours d'ailleurs. Et merci à Florian pour ta vision éclairée des événements récents tels que le sommet France-Afrique. Et nous partageons globalement ce point de vue que la lutte, ça se passe sur le terrain et avec un engagement continu et avec des sacrifices consentis du moins, pour un monde meilleur, surtout dans les pays dans lesquels nous sommes originaires. Et je partage ce point de vue, c'est pas avec un discours, même si c'est intéressant, ça fait partie de la lutte, mais ça ne suffit pas. Un discours à Montpellier, c'est pas ça qui va changer les choses fondamentalement. Il faut que tous les jeunes de notre génération, que ce soit ici, que ce soit à Dakar, que ce soit à Touba, que ce soit à Sangalkam, à Babagaras, que chacun puisse être conscient de la situation que traversent nos peuples depuis des années et des années. Et c'est avec un engagement fort, patriotique et un renoncement sur certains de ces privilèges. C'est la somme de toutes ces énergies qui pourront faire inverser la tendance et qui pourront redorer le blason de nos peuples. Pour faire la transition, on va continuer toujours, Florian, avec les questions des internautes. Et nous avons Debout Citoyen qui nous interpelle sur une question. Je lis la question de Debout Citoyen en disant « La République n'effacera aucun nom ou aucune trace de son histoire », a déclaré le président Emmanuel Macron face à ceux qui sont contre le maintien de la statue de Colbert, ministre de Louis XIV, considéré comme l'initiateur du Code noir. Et Debout Citoyen se pose la question, n'est-ce pas une façon de tolérer des actes historiques graves comme l'esclavage et le racisme? Alors, merci pour la question. Alors, tolérer des actes historiques graves comme l'esclavage et le racisme, en partie, oui, en partie. Parce que la question des statuts qui a été soulevée l'été dernier
dans le siège de l'assassinat de l'Afro-Américain George Floyd, tué en pleine rue après 8 minutes d'agonisante souffrance sur le goudron de Minneapolis, a soulevé cette question des statuts, qui n'est pas nouvelle. À travers l'histoire, après la Révolution, après la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte français, il y a eu des déboulonnements de personnes, par exemple le maréchal Pétain. Les noms ont été renommés par quelqu'un d'autre parce que il est considéré comme un traître à la nation. Par contre, au Sénégal, à Saint-Louis, depuis 1887, trône la statue de Louis Faidherbe, gouverneur colonial du Sénégal au milieu du XIXe siècle, qui a industrialisé l'expansion coloniale de l'Empire français et qui est considéré comme un ancêtre, Mame Faidherbe. Et donc que les autorités ne veulent pas déboulonner sous prétexte que ça fait partie de l'histoire. Or, des statues qui trônent dans l'espace public, des noms de rues, ce n'est pas anodin. C'est des mémoires qu'on célèbre et c'est des personnes qu'on intègre dans notre quotidien. J'ai écrit à ce propos un texte, une sorte de tribune, qui s'intitule Pour une valorisation du patrimoine national en Afrique, ou du patrimoine en Afrique, si seulement les rues pouvaient, si seulement les murs pouvaient parler. Publié dans l'enquête qui est disponible en ligne. Dans lequel justement j'écris que avoir une avenue Faidherbe à Dakar, au niveau de pas très loin du port, là, c'est cohabiter avec le nom qu'on s'approprie à travers la boulangerie Faidherbe, la pharmacie Faidherbe, la gendarmerie Faidherbe, l'école Faidherbe, la boutique qui va pas être nommée Faidherbe, mais on va dire c'est la boutique Faidherbe, c'est sur l'avenue. Et en fin de compte, on a un lien de proximité avec ce nom. On se dit que il est l'un des nôtres. Et souvent d'ailleurs, mis à part Faidherbe qui est un peu mis en lumière, on ne connaît pas trop les autres. Bon, Victor Hugo, ok, on connaît le nom. Pompidou, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a une avenue aussi importante au plateau. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal, à part venir 24 heures en février 71, je me pose la question. Mais ce sont des noms avec lesquels on cohabite, qu'on s'approprie, comme je disais, qu'on normalise, qu'on ancre dans notre quotidien, et donc qui ne nous permettent pas de comprendre leur rôle dans l'histoire et leur relation avec le Sénégal. Parce que Jules Ferry, par exemple, c'est très bien en France. C'est l'école gratuite, laïque, obligatoire. Mais Jules Ferry, vis-à-vis de l'Afrique, c'est celui qui défend la hiérarchisation des races à l'Assemblée nationale en 1885, qui appelle à la mission civilisatrice de la France en Afrique. Donc ce Jules Ferry-là, je ne sais pas pourquoi il a une rue qui porte son nom au plateau. Je me pose la question. Donc, ça, c'est juste par rapport à l'importance, ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire le nom qui est porté à des voies publiques, donc des rues, des ponts, des stations de bus, de métro, je sais pas, de TER, de BRT, si un jour ces projets vont voir le jour. Et en même temps, il y a non seulement une question de présence, de se rendre compte de ce que c'est, mais c'est aussi une violence que de voir ces noms-là. Dans le contexte à la fois sénégalais et français, tous les jours, les gens qui vont à la place de Ndar, au centre-ville, ils voient là, bon là actuellement il y a des travaux, mais il va être remis, il va encore trôner, comme depuis 130 ans. C'est une violence que de se dire, cette personne-là, quand je connais l'histoire du Sénégal, quand je connais le rôle de cette personne dans l'histoire du pays, de voir cette personne-là, de devoir faire face à cette personne tous les jours. Et ça, c'est l'intérêt des statuts. Les statuts ne sont pas là pour imprégner l'histoire. Les statuts, ce n'est pas des livres d'histoire. Les statuts, c'est la célébration d'un personnage qui, supposément, fait la gloire d'une histoire que l'on célèbre. C'est ça, les statuts. C'est ça, les noms de rue. Ce sont des personnes, des événements qu'on décide de célébrer. Ici, par exemple, ou disons en France, puisque ici, c'est malheureusement pas le cas, mais en France, il y a des rues 8 mai 1945, la date de la libération. Il y a des rues de personnes qui, dans l'histoire de France, ont un rôle important, que ce soit dans la prise de décision politique ou bien dans la résistance. Il y a beaucoup de noms de résistants, de personnes qui ont participé à la résistance de l'occupation nazie entre 40 et 44, qui ont été fusillés, qui portent des noms de rue, qui pourtant certains sont anonymes, d'autres ils ne sont pas connus, ils n'ont pas eu des postes politiques, mais pourtant ils sont reconnus pour leur sacrifice à la nation. Or ici, il n'y a pas de rue Lamine Senghor, il n'y a pas de rue Omar Blondin Diop. Il y a très peu, si ce n'est quasiment aucun édifice qui porte le nom de Mamadou Dia, à part la place à Ziguinchor, à l'Institut Diatta, même chose.
pour Aline Stojata. Par contre, les avenues Léopold Sédar Senghor, les stades Léopold Sédar Senghor, les aéroports Léopold Sédar Senghor, il y en a dans toutes les villes. Donc maintenant, c'est pas une question de dire que il faut mettre Léopold Sédar Senghor à la poubelle de l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais avoir un tel déséquilibre ne permet pas d'avancer, ne permet pas d'avoir un regard serein vis-à-vis de l'histoire. Donc pour revenir à la question de Macron vis-à-vis des statuts, il faut aussi comprendre que Macron a un double discours vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des Africains, donc au sommet France-Afrique de Montpellier hier, le 8 octobre 2021, mais il convoite aussi un électorat bien spécifique dans le contexte français, un électorat de droite et d'extrême droite. Donc il faut aussi prendre ça en compte dans ce balancier qu'il essaye de faire, où c'est « je suis ouvert à l'Afrique », supposément, je suis ouvert aux diasporas. Il avait fait un appel aux diasporas, encore une fois, ça fait d'une partie de la diaspora bien spécifique, comme la supposée société civile hier. Pas supposée, il y a des gens qui luttent, mais c'est pas toute la société civile, c'est bien réducteur de dire cela. Macron est un politicien. C'est pas un bienfaiteur, c'est pas un bon samaritain, c'est un politicien qui a ses intérêts, qui défend les intérêts de la France, qui défend les intérêts de son courant politique, qui va de plus en plus de droite en France. Et donc, à tous ceux qui ne comprennent pas qu'il y a une histoire coloniale esclavagiste de la France, qui veulent maintenir la France comme ce beau rêve de la nation bienfaitrice qui a aidé les peuples africains à sortir de la misère sauvage, ça, beaucoup de Français continuent à penser cela. Pas tous, mais beaucoup encore. Et notamment ceux qui sont plus à droite dans l'échiquier politique, mais trouvent que tout le courant décolonial, ce qu'ils appellent, ce qui tourne en dérision, tout ce qui est le mouvement woke, etc., autour des déboulements des statuts, autour d'une question, d'un regard critique vis-à-vis de l'histoire de l'esclavage et du colonialisme, et de la création justement de cette balance de création des races qui est devenue une réalité sociale, tout ça, beaucoup de gens ne peuvent pas l'entendre en France, ou ne veulent pas l'entendre. Et donc Macron fait aussi appel à ces gens-là. Donc, autant il dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, autant hier, à Montpellier, il a dit qu'il ne dira pas pardon parce que c'est trop facile, il faut mettre ça dans les actes, parce que les actes, en réalité, ne sont pas là. Et dans sa politique nationale, il a des choses qu'il doit gérer. Et donc, oui, d'une certaine manière, pour répondre précisément à la question, c'est d'une certaine manière tolérer les actes historiques. C'est du moins ne pas comprendre la souffrance que peut-être celle de quelqu'un qui voit tous les jours la statue de Jean-Baptiste Colbert, le rédacteur du Code Noir dont on a parlé tout à l'heure, qui ne voit pas la souffrance dans la statue à Lille de Louis Federbe, de Gallieni, de Bugeaud, les personnes qui ont industrialisé la conquête coloniale de la France en Afrique.